Bienvenue dans ce journal. À la une, les habitants de Kassoya, près de panique ce matin. La désinformation en est la cause. Selon les rumeurs, les rebelles auraient attaqué le village. Et puis l'épouse du chef de l'État a visité le chantier monumental de Swapiti, épine dorsale de l'économie guinéenne. Les travaux de construction de ce barrage hydroélectrique sont estimés à 51%. Culture, remise des instruments de musique à la jeunesse de Coronti, ce dont de négoce international Sonite vient favoriser l'enseignement artistique et socioculturel chez les jeunes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette édition. Le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi au Palais Sékou Touré, présidé par le chef de l'État. La rencontre a permis de passer en revue plusieurs sujets d'intérêt national. Compte rendu, Bernard Tanguino. À l'ordre du jour de cette session ordinaire du Conseil des ministres, plusieurs sujets relatifs au fonctionnement de l'administration publique. Des concertations se sont ouvertes par la communication du chef de l'État. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le président de la République a demandé au gouvernement de veiller à l'application correcte de la réglementation en matière de pêche artisanale. Le chef de l'État a instruit au ministre en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de procéder à la finalisation de la construction des écoles régionales des arts et métiers ERAM et présenter un plan d'ouverture du centre de formation de Nongo, y compris la prise en compte d'une assistance technique étrangère. Le président de la République a demandé au gouvernement de faire l'état de mise en œuvre des projets sur financement extérieur et d'évaluer les taux de performance tout en veillant à la mise en place des contreparties financières guinéennes. Le chef de l'État a instruit au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour la réussite de la mission conduite par le président du Fonds des investissements régionaux du Qatar, attendue le 27 octobre 2018 à Conakry. Après le compte rendu du Premier ministre relatif au dernier conseil interministériel, les ministres de l'Industrie, des Affaires étrangères, de la Justice et des Transports ont exposé sur des dossiers en cours au sein de leur département. Le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, qui a fait une communication conjointe avec le ministre de l'Économie et des Finances relative à la stratégie de privatisation et de relance des unités industrielles ramenées dans le portefeuille de l'État. La physionomie des unités industrielles ramenées dans le portefeuille de l'État ayant fait l'objet de rétrocession se présente essentiellement comme suit. L'huilerie Saint-Séry de Dabola, les lots 1 et 2 du complexe textile de Sanoya, l'usine de jus de fruits de Cancan, la société guinéenne de produits plastiques, Sogiplas, la SIAG de Kassa, l'usine d'égrenage de coton de Cancan. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, qui a fait une communication relative à l'organisation de la conférence diplomatique à Conakry. Le ministre a indiqué qu'en dépit des efforts fournis par le gouvernement, l'examen de la situation des services centraux et extérieurs du ministère a relevé plusieurs difficultés dans l'accomplissement de sa mission dans les 36 ambassades, 2 missions permanentes, 4 consulats généraux et plusieurs consulats honoraires. Au titre des questions diverses, le Conseil a noté avec regret les incidents survenus ce jeudi 25 octobre à Koya, dus au débarquement nocturne des cargaisons de produits de pêche par des embarcations non autorisées. Le gouvernement rappelle que le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries prévoit que l'exercice de la pêche artisanale sous le régime du droit commun est réservé aux pêcheurs nationaux et aux pêcheurs ressortissants des États membres de la CEDEAO. Restons à Sékou Touré où le président de la République a reçu ce matin en audience les responsables de la société minière Chalco. Les échanges ont porté sur le lancement d'un projet de bauxite à Boufa. Sanassi Keita. Les responsables de la société chinoise Chalco évoluant dans le domaine des mines sont reçus en audience par le président de la République. Au menu des discussions qui ont duré une quarantaine de minutes,
le lancement ce 28 octobre 2018 à Bofa d'un grand projet de bauxite avec un investissement de 700 millions de dollars. Donc cette fois, principalement, c'est pour informer Monsieur le Président qu'on va lancer les travaux officiellement à Bofa. Le dimanche 28, il y a une cérémonie. Ce projet, avec le soutien des deux États et surtout avec le soutien du gouvernement guinéen et du ministère des Mines, on s'avance très rapidement et on va faire de nos mieux pour réaliser la mise en production de ce projet pendant 1 an ou 1 an et demi. Donc notre production prévue nominale, c'est de 12 millions de tonnes par an pour la première phase. Et puis on va construire aussi un quai de 8000 tonnes. Après notre montant d'investissement est plus de 700 millions de dollars. Donc ce projet, on croit qu'on va donner beaucoup d'emplois pour les habitants locaux et on va créer directement ou indirectement 3000 à 5000 d'emplois pour les habitants locaux. Et puis on va payer les impôts de 50 millions de dollars par an après la mise en production. Et puis on pense que ce projet va augmenter les revenus des habitants locaux et aussi promouvoir le développement de l'économie de Guinée. Et puis on est en train de faire l'étude de faisabilité pour le projet d'alumine. Donc notre but, c'est de créer une raffinerie d'alumine ici. En plus de ce projet de bauxite dont les travaux seront lancés les jours à venir, les responsables de la société Chalco comptent également construire une raffinerie d'alumine à Bofa. L'autre audience du chef de l'État, c'est celle accordée aux responsables de la société minière Achapora. Le PDG de cette entreprise a exposé au président de la République son plan d'action. En activité en Guinée depuis 4 ans, cette société a commencé la construction du laboratoire national de la géologie. Ibrahima Keïta. Le président directeur général de la société Achapora était venu présenter au président de la République, professeur Alpha Condé, le plan d'action de sa société. Une société minière présente en Guinée il y a 4 ans et qui évolue dans la préfecture de Télimélé. Dans son plan d'action, plusieurs projets sont prévus. J'ai présenté une étude de faisabilité pour exploitation permit avec mon partenariat à Sogipami. Tout de suite commencer l'exploitation de la bauxite en Bouddha Télémélé, commencer le travail à la National Laboratoire, plus notre community programme, réhabilitation de la route nationale Sangareddy Télémélé 12 km Darameyaki, Bambusilati village. India and Fako area. Dans sa politique d'intervention en Guinée, la société Achapora est déjà sur la construction et la réhabilitation d'un laboratoire national de la géologie. Nous avons un projet extrêmement important pour le secteur minier avec la société Achapora. Il s'agit du projet de laboratoire national de géologie. Donc ils ont présenté aussi l'état d'avancement de la construction, de la réhabilitation de ce laboratoire et proposer au président que dès janvier que nous puissions lancer les opérations de ce laboratoire. Avec la société minière indienne Achapora, le partenariat avec le gouvernement guinéen est prometteur. À la une de ce journal, la panique ce matin dans la préfecture de Koya, précisément à Kasoya. Une rumeur d'attaque rebelle a fait le tour de la cité, mais très vite le gouvernement a apporté un ferme démenti à l'information. Mohamed Lamine Camara. Suite au mouvement de panique générale à Koya dans la nuit du 24 au 25 octobre 2018, le gouvernement tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que cette panique est née des informations non fondées, relevant essentiellement de la rumeur qui s'est répandue très tôt ce matin à Conakry et dans les villes environnantes. Le gouvernement confirme
que le soi-disant débarquement de rebelles sur la façade maritime est faux. Les navires de pêche artisanale qui ont accosté au débarcadère de Kansonia à Koya appartiennent à la société de pêche artisanale dénommée Binaya Coopering et étaient en train de débarquer des poissons pour des mareyeuses du kilomètre 36. Les navires et leur contenu ont été arraisonnés et à bord se trouvaient non pas des pêcheurs guinéens de la pêche artisanale, mais plutôt des étrangers, alors que M. le Président de la République a instruit le gouvernement de réserver cette activité exclusivement aux pêcheurs artisanaux guinéens. En tout état de cause, le gouvernement tient à rassurer les populations guinéennes que leur sécurité est garantie et réaffirme sa détermination à sauvegarder la quiétude des uns et des autres, ainsi que l'intégrité territoriale du pays, le gouvernement. Pour éviter d'alimenter la panique, notre envoyé spécial Alpha Isiagaba s'est rendu à Kassoya. Il précise lui aussi que ce n'était pas une attaque de rebelles, mais plutôt l'accostage de 8 bateaux de pêche chinois qui auraient occasionné cette psychose chez les populations de la zone. Suivez. C'est dans la psychose que Koya s'est réveillé ce matin. La faute à une rumeur faisant état de débarquement de rebelles dans le village côtier de Kitali, à 15 km du centre-ville de Koya. Dans les faits, il y a bien et pour la première fois des bateaux qui ont accosté dans le silence de la nuit. Chalutiers de pêche chargés de poissons. Les femmes, à 5 h du matin déjà, les marats m'ont réveillé, disant qu'il y a des rebelles qui sont venus vers Koya, de Lankene. Et nous savons que de Lankene, c'est des îles qui sont très proches aussi de Donsi. Et d'autres parlaient également de Katabé ou de Konta ou de Carnet. Et c'est des îles qui sont forcément très proches de nous. Donc on a eu très peur. Et puis bon, c'est une première fois dans le littoral qu'on voit un bateau de ce genre. Donc ça peut paniquer la population. Avant le jour, ces localités s'étaient déjà vidées de leur population. La panique a atteint le centre-ville de Koya avant que les autorités ne cernent la situation et rassurent les citoyens. C'est vers 4 h qu'un citoyen nous a appelé pour nous informer qu'au port artisanal de Kassoya, où nous sommes présentement, il y a la présence de certains bateaux de pêche. Ces bateaux de pêche, source de panique, se sont retrouvés ici pour débarquer illégalement des produits halieutiques appartenant à cette marieuse. Ce problème me dépasse. Je travaillais avec cette société depuis 7 ans. Mais pendant ces derniers temps, on nous a informé que tous les bateaux non autorisés doivent arrêter leurs activités. C'est ainsi que moi j'ai obligé les responsables de ce bateau de venir ici à Kassoya pour débarquer mes poissons. La sérénité est revenue à Koya. Le port de Kassoya aussi se remet de sa psychose progressivement. L'alerte a eu le mérite de démanteler un important réseau de trafic illégal de pêche entre Dubreka et Koya. Et puis ces navires de pêche interceptés sur les rives de Kassoya débarquent du poisson de façon illégale. À l'heure actuelle, ces bateaux sont à la disposition des brigades des unités flottantes de la Marine nationale. On en sait davantage avec lieutenant Fodé Aboubakar Bangora, correspondant de la presse militaire. Ces 8 petits bateaux de pêche appartenant à une compagnie chinoise ont l'habitude d'effectuer des pêches illicites le long du littoral de Conakry. Dans la nuit du mercredi à jeudi, ces navires remplis de poissons ont tenté de traverser le bras de mer de Sumba, dans Dubreka, pour faire des débarquements à Kassoya, dans la préfecture de Koya. La présence de ces bateaux sème la panique dans la cité. La population crie à une incursion rebelle. Aussitôt informés, le ministre de la Pêche et le préfet maritime ont pris des dispositions sécuritaires afin d'intercepter ces embarcations. Ces navires étaient basés à Dubreka. On les connaît, ils sont enregistrés chez nous. Ils étaient en mer pendant que la décision se prenait, qu'ils voulaient débarquer. Je leur ai dit,
regardez du côté de Conakry, nous-mêmes on est là, autorité, on peut surveiller et ensuite on bloque tous les navires et puis c'est fini, plus de pêche pour vous. Donc il était question qu'ils viennent aux petits bateaux. Et je suis surpris de les voir par ici. En clair, c'est une désobéissance. Je vais vérifier qui est derrière, comment ils ont pu obtenir ce site et comment ils ont pu débarquer. Pour l'heure, les autorités en charge de la sécurité maritime ont acheminé ces bateaux à la brigade des unités flottantes de la Marine nationale. Autre sujet d'actualité, la première dame de la République a visité le chantier du barrage hydroélectrique de Soapiti, l'un des méga-projets de son époux, professeur Alpha Condé. Cette visite a permis à Adja Djenekaba Condé de faire le point avec les autorités sur l'état d'avancement de ce chantier. Les détails avec Maurice Sidibé. À la tête d'une forte délégation, la première dame de la République est venue encourager les travailleurs de Soapiti. Une vidéo est projetée pour permettre à la délégation de mieux comprendre tous les détails sur le projet d'aménagement du barrage hydroélectrique de Soapiti. Environ 3000 employés travaillent ici nuit et jour pour exécuter ce projet pharaonique dans le domaine énergétique en Guinée. Donc à l'usine actuellement les travaux sont beaucoup avancés. Même ce que vous voyez là, ça c'est le barrage que vous voyez. L'usine est juste à côté, en aval du barrage. Ce que vous voyez c'est beaucoup en avance. La hauteur est à 120 mais actuellement on est à 71 mètres. La crête du barrage, ce que vous voyez là, ça va monter juste là. C'est ce qui fait que la hauteur, la longueur est 1150 mètres. Avec une puissance énergétique de 450 MW, le barrage de Soapiti a un volume d'eau de 6 milliards 317 millions de mètres cubes, soit 275 fois le volume d'eau de Caleta. Il dispose d'une centrale de concassage de 1700 mètres et de deux centrales de béton de 530 mètres cubes d'eau par heure. Ce pont sur le fleuve Concouré, long de 506 mètres, est le plus grand du pays réalisé sur le site de Soapiti. À ce jour, la base spirale, les conduites forcées et les 4 tribunes ont déjà pris forme. Les différents travaux effectués sur le site sont estimés à 51%. Les pièces essentielles que vous voyez là, c'est les conduites d'eau. C'est-à-dire derrière cette digue va avoir la retenue et l'eau donc va couler à travers les conduites que vous voyez. C'est pourquoi on les appelle conduites forcées, parce que par là on fait passer l'eau pour qu'elle soit retenue, pour qu'elle soit reçue dans la turbine. Tout ce que nous voyons ici, et on se rend compte du travail abattu. Et ce qui me réjouit surtout, c'est de savoir que dans moins de 2 ans, la Guinée sera entièrement électrifiée. Et ça, c'est une grande joie. Parce que nous savons que sans l'électricité, rien n'est possible en temps moderne. Les usines, l'agriculture, la pisciculture. Donc là, c'est le lieu vraiment de remercier l'initiative du président de la République. Qui est le VRP de la Guinée, c'est-à-dire le grand commercial qui vend la Guinée à bon escient et qui a pu trouver les moyens nécessaires pour démarrer ce barrage. Ça sera vraiment épatant et très bien. Donc je suis là très contente. J'ai amené les épouses des diplomates accrédités en Guinée, les ambassadeurs, donc les diplomates femmes. Oui, nous nous battons pour le JAR. Une ligne d'interconnexion électrique sous-régionale sera aussi réalisée. L'entreprise chinoise CW est le partenaire qui exécute les travaux avec 2 autres sociétés. Après Soapiti, la délégation s'est rendue au barrage hydroélectrique de Caleta, une autre source d'énergie qui produit 240 MW. L'Autorité nationale de l'assurance et qualité de l'enseignement supérieur et professionnel vient d'installer son conseil scientifique. Le conseil va donner son avis sur l'accréditation ou non des programmes de formation en Guinée. Objectif à améliorer la qualité de la formation. Le point avec Francis Collet. À l'enseignement supérieur, un nouvel organe de promotion de l'excellence dans la formation et la recherche scientifique fait ses premiers pas. L'Autorité nationale de l'assurance qualité ANAQ tient la session inaugurale de son conseil scientifique. Le point de départ du redressement structurel de la qualité de l'enseignement et de la formation par l'accréditation des programmes et l'habilitation de nos établissements.
Nous avons préféré une autorité indépendante dans ses jugements et décisions. Par ses évaluations, elle appréciera la qualité de l'enseignement, de la formation et de la recherche en vue de l'améliorer conséquemment. Le conseil scientifique de l'ANAQ est composé de 7 membres, 2 de l'enseignement supérieur, 2 de l'enseignement technique, 2 de la recherche scientifique et le secrétaire exécutif de la structure. Ces sages sont appelés à donner leur avis sur l'évaluation des programmes et établissements. Le jugement du conseil est indépendant, mais se fonde sur des référentiels internationaux d'assurance qualité. J'ai besoin du soutien et de la confiance des cadres, des institutions d'enseignement supérieur, des institutions de recherche et des institutions d'enseignement technique et de formation professionnelle. Parce que l'ANAQ rayonne sur l'ensemble de ces institutions-là. C'est des scientifiques de renommée nationale ou internationale qui vont nous aider grâce aux rapports d'évaluation qui vont être déposés par les experts qui vont essayer d'examiner, d'analyser ces rapports afin de rendre une décision. C'est leur décision qui constitue la décision de l'ANAQ quant à l'approbation ou le rejet d'une accréditation. La machine assurance qualité est en marche en Guinée. Les 3 jours de travaux portent sur l'adoption du règlement intérieur, la déontologie, les références et procédures d'évaluation à utiliser dans les campagnes d'assurance qualité. Le premier congrès ouest-africain de la médecine s'est tenu à Conakry, une rencontre scientifique au cours de laquelle les spécialistes de la médecine interne se concertent autour des maladies systémiques. C'est pour approfondir leurs connaissances afin de rendre effective la prise en charge des malades. Bakary Bambakonde, reportage. La santé publique, préoccupation majeure des autorités sanitaires de Guinée. Pour mieux cerner les causes des maladies non diagnostiquées, autrement appelées maladies auto-immunes, le Collège ouest-africain de la médecine interne tient son premier congrès des activités annuelles du chapitre guinéen. Ce congrès regroupe plusieurs médecins de l'espace CEDEAO venus échanger sur le traitement des personnes malades dans leur globalité autour du thème problématique de la prise en charge des maladies systémiques. La médecine interne est une discipline qui est mal connue dans notre pays. Or, c'est une discipline qui est transversale, qui permet à un médecin bien formé d'assurer une meilleure prise en charge des malades. Il était important de faire venir des collègues de la sous-région pour partager leur expérience avec nous. En général, la médecine interne a été toujours confondue à la médecine générale. Dans le pays, il y a moins d'une dizaine de médecins spécialistes. Donc le but essentiel de faire connaître ça et de préparer le congrès annuel qui se tiendra en novembre à Freetown. Pendant 48 heures, 6 conférences, 42 communications orales et 10 communications en poster seront débattues par ces congressistes afin de s'armer des techniques adéquates de la lutte contre des maladies générales rares non transmissibles, entre autres le diabète, l'hypertension artérielle et des maladies génétiques émergentes chez les adultes. Ce congrès offre donc l'opportunité à nos enseignants-chercheurs d'échanger avec leurs collègues africains sur les résultats de leurs recherches, mais aussi d'impulser la formation continue et l'enseignement de la médecine interne dans notre pays. Cette organisation répond parfaitement à l'attente de nos vieux dirigeants qui ont bien voulu, à un moment donné de l'histoire, créer l'unité africaine, qui a commencé par l'organisation de l'OUA et qui finalement a abouti à l'unité africaine. La Guinée est membre du Collège ouest-africain de la médecine interne depuis 2014. Cette rencontre scientifique va aider à dynamiser et structurer les soins de médecine et impulser la formation des étudiants de la médecine interne de Guinée. Dans le même panorama, validation des rapports des consultants nationaux sur les zoonoses, les pathologies animales transmissibles aux hommes. L'objectif de cet appui de la FAO est de lutter contre les contraintes du monde rural liées à la persistance des maladies animales. Un programme de surveillance épidémiologique pour diminuer les risques. Adiatobari. En cette phase post-Ebola, après l'appui apporté par la FAO aux petits producteurs durement affectés, un travail de prévention et de riposte rapide est mis en branle.
Il s'agit de la lutte contre les zoonoses, les maladies des animaux transmissibles aux hommes comme la grippe aviaire et le charbon bactéridien. En Guinée, des cas de charbon bactéridien sont enregistrés chaque année. Les données du Bureau d'études de stratégie et développement BSD du ministère de l'élevage indiquent une recrudescence des cas de la maladie au sein des troupeaux d'animaux domestiques, bovins, ovins et caprins, avec des taux de mortalité élevés, et cela depuis 2013. La transmission des pathologies animales aux hommes est un problème de santé publique pris à bras le corps par des consultants nationaux et autres acteurs du développement rural, notamment les vétérinaires. Les comportements à risque sont observés à la loupe et tous les paramètres de surveillance épidémiologique sont minutieusement étudiés. Ces différents rapports que vous allez examiner pendant ces 5 jours, une fois validés, permettront aux services vétérinaires du ministère de l'élevage de renforcer le système de surveillance des maladies animales en général et celles zoonotiques en particulier. Les principaux chapitres de cette approche de lutte gravitent autour du plan de contingence de la grippe aviaire et de l'étude de la chaîne de valeur des ruminants. Une lutte intégrée, respectueuse des principes d'une alimentation diversifiée et hygiénique. Dans le même chapitre, le renforcement de la surveillance à base communautaire. Il s'agit d'éviter d'éventuels cas de maladies à potentiel épidémique. Pour relever ce défi, le ministère de la Santé mise sur la formation de ses cadres. À Conakry, une trentaine d'acteurs de la santé humaine, animale et environnementale apprennent les méthodes de contrôle sanitaire. Ça a Maratono. Pour faire face à d'éventuels cas de maladies à potentiel épidémique, la Guinée a opté depuis 3 ans pour la politique de surveillance à base communautaire. Grâce à un expert, une trentaine de cadres des départements de la santé, de l'élevage et de l'environnement apprennent des techniques de contrôle sanitaire. L'objectif de cette formation, c'est de renforcer les capacités donc des personnes qui travaillent dans la surveillance à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Ça veut dire que depuis les niveaux des districts, en passant par les niveaux régionaux et les niveaux centraux, donc on renforce leurs capacités pour éviter que des cas de maladies à potentiel épidémique soient propagés dans une région une fois détectés. Pour mieux assimiler leur rôle au sein des différentes communautés, ces participants partagent leur expérience dans la gestion des différentes maladies. Les résultats de ces analyses devraient orienter les prises de décisions de santé publique. Nous sommes convaincus, persuadés, ou notre souhait est du moins que nos cadres amélioreront leur connaissance sur l'épidémiologie de terrain afin qu'ils puissent permettre à notre population de vivre dans un milieu sain sans épidémie. Ces acteurs constituent la 5e cote de cette série de formations en épidémiologie de terrain. L'objectif du ministère de la Santé à travers ces programmes est d'aboutir à une approche One Health, une seule santé, une stratégie de surveillance axée sur la synergie d'action entre professionnels de la santé humaine, animale et environnementale. Autre sujet, le gouvernement guinéen renforce ses structures chargées des mines et de l'environnement. Une politique de modernisation des techniques de géolocalisation est ainsi développée avec l'appui de la Banque mondiale. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de mieux sécuriser les ressources en facilitant le travail administratif. Tcherno Ousmane Diallo. Pour la sauvegarde et la bonne gestion de l'immense potentiel minier et environnemental guinéen, les ministères impliqués dans la gestion de ces secteurs veulent moderniser les techniques de travail sur le terrain, avec l'usage d'équipements électroniques de géolocalisation beaucoup plus performants disposant du récent logiciel QGIS. Une petite révolution se prépare dans les méthodes de travail du côté des ministères des Mines et de l'Environnement. Quand nous faisons des missions d'inspection, on a besoin de prendre des waypoints, les différents sites visités, mais aussi de faire le tracé. Ce tracé et ces waypoints nous permettront de faire une transposition des données dans une carte. Et c'est le logiciel QGIS qui nous permet de mieux faire cela. Le logiciel QGIS, qui est un logiciel open source,
qui permet de traiter les différentes données géographiques, notamment les données GPS qui sont géolocalisées sur le terrain, comment pouvoir les importer dans leur travail. L'apport de cette technologie va aussi permettre de lutter contre l'exploitation frauduleuse des mines et des essences de bois. Une opportunité aussi pour faciliter le contrôle du niveau de valorisation de ces ressources. Permettre non seulement aux directeurs préfectoraux de bien faire un suivi lors des inspections sur le terrain, pouvoir utiliser toutes les données géoréférencées à travers le logiciel pour mettre sur des cartes qui vont nous permettre également de faire nos rapports conséquemment et remonter à la hiérarchie. La Banque mondiale soutient ce processus de modernisation des administrations minières et environnementales dans le cadre du projet d'appui à la gestion du secteur minier. Le gouvernement et le PNUD procèdent à la revue sectorielle des activités en cours de réalisation dans le pays. L'objectif est d'identifier les acquis et les contraintes qui affectent les différents programmes, mais aussi proposer des solutions. Les participants ont également échangé sur les perspectives pour l'année prochaine. Abdoulaye Diallo, Mohamed de Camara, reportage. De développement économique et social initié par le gouvernement guinéen, le système des Nations Unies met en œuvre une stratégie pluriannuelle. Ce cadre de coopération est orienté vers la promotion de la bonne gouvernance, la transformation économique et la gestion durable du capital naturel. Il est question au cours de cette rencontre de partager les acquis et les contraintes de l'année 2018. Le niveau d'exécution de vos activités doit être analysé sous deux angles. Le premier, c'est l'exécution physique. Est-ce que, conformément au plan de travail annuel qui a été établi et convenu en début d'année, nous sommes au mois d'octobre, donc au 10e mois de l'année, à quel niveau d'exécution physique sommes-nous? Le deuxième élément qui doit guider votre réflexion analytique, c'est le niveau d'exécution financière. Les participants vont se pencher également sur le document stratégique lié au changement climatique, à l'écotourisme et au code de l'environnement. Pour ce qui est de l'environnement, on va passer sur revue 7 projets qui sont liés aux problèmes d'adaptation au changement climatique et d'atténuation. Sur ces 7 projets, en réalité, 3 projets sont en phase de clôture, mais 4 projets sont en phase de démarrage et couvriront, phase de démarrage ou en continuité, et couvriront la période du CPD à venir 2019-2020. Cette revue a permis aux partenaires nationaux d'apprécier le niveau d'exécution du plan de travail annuel 2018 et les progrès réalisés par rapport aux priorités nationales. Et puis ce communiqué, le gouvernement guinéen porte à la connaissance de la population de la capitale que la 5e journée de la participation citoyenne aux travaux d'assainissement de la ville de Conakry, dénommée Conakry Ville Propre, aura lieu le samedi 27 octobre 2018 de 6h à 11h. Sont conviés à prendre part au lancement de ces travaux dans leurs communes et quartiers respectifs. Les membres du gouvernement, les ministres conseillers à la présidence de la République, les institutions républicaines, les leaders religieux, les organisations de la société civile et tous les citoyens de la ville. Par ailleurs, il est porté à la connaissance de l'ensemble des habitants de Conakry et particulièrement aux automobilistes et motocyclistes de l'interruption de la circulation de 6h à 11h. Sont exemptés de cette mesure les usagers ci-après, les ambulances, les véhicules de sécurité, les véhicules diplomatiques ainsi que toute autre personne disposant d'une autorisation spéciale. Le gouverneur de la ville de Conakry ainsi que les premiers responsables des communes sont chargés d'accueillir les personnalités et leur fournir toutes les informations utiles au bon déroulement de la présente campagne. Le gouvernement encourage vivement une grande participation des citoyens de Conakry à cette démarche afin de continuer à conférer à cette campagne une réussite totale.
Et pour finir cette édition, des instruments de musique pour la jeunesse de Coronti, ce dont du groupe Négoce International Sonit est de soutenir et développer l'intérêt des jeunes envers les arts de la scène. Les jeunes ont remercié le donateur pour ce geste visant à réveiller l'immense potentiel artistique qui dort en eux. Mohamed Trois Camara. Les jeunes de Coronti bénéficient d'une assistance en équipement de musique. Le geste est de la Société de négoces internationale Sonit. L'aide consiste à rendre plus indépendant ce groupe de jeunes dans l'exercice de leur profession de musicien. La contribution que nous faisons aujourd'hui est un geste pour la jeunesse de Coronti qui mérite d'être aidée et qui constitue le souci de toute la nation, en particulier Monsieur le Président, le professeur Alpha Condé. Les équipements et tenues que nous offrons aujourd'hui à la jeunesse de Coronti sera très utile. Nous avons organisé la formation de ces jeunes pendant plusieurs mois pour avoir une occupation au lieu de perdre du temps sans rien faire. Depuis plusieurs années, ces jeunes sont constitués en groupement pour promouvoir la culture. Ils ont toujours offert des prestations culturelles lors des cérémonies de réjouissance dans le quartier de Kalom principalement. Ces instruments vont booster leurs compétences et leur aider à réaliser leurs rêves. Nous promettons que ces instruments seront usés à bon escient et demandons à nos imams et notables de bénir pour la santé, la prospérité de la société et que Dieu protège tout le personnel de Sonipêche. Aujourd'hui, la remise officielle de ce matériel constitue une satisfaction aussi bien pour les bénéficiaires que pour les donateurs. Cet appui au groupe de fanfares devrait permettre aux jeunes du quartier Coronti dans la presqu'île de Kalom de prendre leur destin en main et développer leurs compétences dans la musique. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette édition. Merci de nous accorder votre fidélité. Merci également à toute l'équipe qui a participé à la réalisation de ce journal. Demain, vous serez avec Mohamed Lamine Sonalou pour d'autres pages d'information. Que la paix de Dieu soit chez vous. À très vite.